Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis d'autant plus heureux que je retrouve un certain nombre de mes anciens professeurs, tels que Pierre Léna, Daniel Rohan ou Thérèse ou Pierre Ancrenaz. Et bon, j'ai une petite pensée pour André Bailly, que pas mal de vous ici, je pense, ont connu et qui nous manque. Voilà. Donc, alors je suis extrêmement honteux parce que je crois être le premier présentateur de cet après-midi qui soit effectivement né en France, mais je suis le premier aussi qui a des transparents qui ne sont en anglais. Donc, je vous prie infiniment de m'excuser pour ceci. Mais par contre, ma présentation sera en français. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous parler un petit peu de la dynamique, une petite présentation sur la dynamique et l'origine des satellites réguliers du système solaire. Donc, dans un premier temps, j'essaierai de vous montrer un certain nombre de spécificités de la dynamique des satellites, parce qu'on a l'habitude de penser que des satellites sont comme des petites planètes. Et en fait, il y a beaucoup de différences entre la dynamique des satellites et la dynamique des systèmes planétaires, ainsi qu'un certain nombre de similarités. Je voudrais juste insister sur les effets de marée. Voilà. Alors, la diversité des satellites est extraordinaire dans notre système solaire. On parle beaucoup de nos 8 planètes, mais vous savez qu'on a plus d'une centaine de satellites répertoriés dans le système solaire. Et chacun de ces satellites est un monde complètement différent. Des mondes glacés, des mondes de roches, des mondes avec des volcans, des mondes avec des géologies qui sont extrêmement exotiques. Et ce qu'on appelle les satellites réguliers, alors je tiens un petit peu tout de suite à les définir, c'est les satellites qui orbitent dans le plan équatorial de la planète. Et on pense que ça, c'est dû aux effets de marée, des effets sur lesquels je vais revenir. On les distingue des satellites dits irréguliers, qui sont des satellites qui souvent orbitent sur des orbites un petit peu bizarres, soit des orbites très inclinées ou des orbites rétrogrades. Et on pense que ces objets sont capturés. Et cela, je n'en parlerai pas. Voilà. Alors aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un intérêt, renouvelé sur les satellites du système solaire. Aujourd'hui, on pense que c'est des nouvelles cibles pour l'habitabilité. Il y a des grands programmes d'observation qui se servent de cet argument pour essayer de proposer de nouvelles missions spatiales. Ce sont des objets de choix pour la planétologie comparative. Il y a beaucoup plus de satellites que de planètes dans le système solaire. Et on pense aussi que c'est, pour la plupart d'entre eux, c'est les derniers témoins de la formation planétaire. Sachez, par exemple, que beaucoup de contraintes sur l'âge de formation de la Terre et sur le contexte de formation de la Terre nous viennent de l'étude, non pas de la Terre, mais de l'étude de la Lune. Okay, et ça, justement, le fait que les satellites soient les derniers témoins de la formation de leur planète hôte est un élément extrêmement important, extrêmement motivant pour leur exploration. Voilà. Alors, un certain nombre de spécificités des satellites, des systèmes de satellites et de leur dynamique. Déjà, dans ce diagramme, alors, est-ce que vous auriez un pointeur laser Il y en a un. Bon, Ah, il est là, d'accord, super. Voilà, super, merci beaucoup. Voilà, donc là, vous voyez la masse rapportée à la masse du corps principal et la distance rapportée au diamètre, au rayon du corps principal. Donc ça, c'est les planètes du système solaire. Donc c'est la masse des planètes divisée par la masse du Soleil. Et ça, c'est la distance des planètes en rayon solaire. Eh bien, quand vous comparez les planètes de notre système solaire au système de satellites des planètes géantes, déjà plusieurs choses très intéressantes vous apparaissent. Premièrement, les systèmes de satellites sont des systèmes beaucoup plus compacts comparativement aux planètes du système solaire. Ce sont des systèmes extrêmement compacts autour de leur corps principal, beaucoup plus compacts que n'est par exemple le système solaire. Deuxièmement, en général, on a une tendance à avoir une masse des satellites qui sont un peu inférieures aux masses des planètes comparativement au Soleil. Ici, nous avons la Lune et ici, nous avons Mars, qui sont, elles, par contre, des satellites de planètes terrestres. Et nous voyons qu'ils semblent être dans un régime un petit peu différent. La Lune est très massive comparée à sa planète, alors que les satellites de Mars sont très peu massifs comparés à leur planète. Et c'est des choses qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui. Voilà. Donc déjà un petit peu une vision comparative de notre système solaire à des systèmes de satellites. À titre de comparaison, ça rappelle un certain nombre de systèmes d'exoplanètes qu'on a observés autour d'autres étoiles, des systèmes très compacts. Alors la grande spécificité des systèmes de satellites et ce qui fait leur extraordinaire différence par rapport aux systèmes de planètes, c'est que la dynamique des satellites sont dominées par ce qu'on appelle les marées. On a dit que c'était des systèmes très compacts autour de leur planète et donc quand on est très compact autour de la planète, les marées sont très fortes. Alors qu'est-ce que sont les marées ? Les marées, en fait, c'est l'effet d'attraction gravitationnelle différentielle qui s'exerce tantôt sur le corps principal et tantôt sur le satellite. Et ça, cet effet d'attraction différentielle a pour effet de déformer le corps et les planètes et ça dissipe de l'énergie. Et donc, ça induit une évolution orbitale du système. Par exemple, les marées à l'intérieur de la planète induisent de la dissipation et qui induit en général, le plus souvent, une expansion orbitale du satellite. On sait que la Lune s'éloigne à 4 cm par an. Et également qui induit un despinning de la planète, une diminution de la période de rotation de la planète. Par contre, les marées dans le satellite induisent de la dissipation. Souvent, ça induit du chauffage. L'exemple le plus connu, c'est les satellites Io.
Ça implique une sorte de circularisation de l'orbite, on y reviendra. Ça peut être parfois aussi, ça peut lier aussi une contraction orbitale et aussi à une modification de la période de rotation du satellite. Et donc tout ça, ça fait que les marées sont vraiment un extraordinaire facteur d'évolution. Alors le problème, c'est que ces facteurs d'évolution, ils dépendent malheureusement pour les théoriciens et malheureusement pour les et heureusement pour les simulations numériques, parce qu'en général, moins on en sait, plus la simulation numérique est facile. Eh bien, en général, le problème, c'est que vous avez compris que tout se joue sur la dissipation interne, soit dans la planète, dans le satellite. Et ces coefficients de dissipation, alors il y a plusieurs formalismes possibles. Ici, j'ai utilisé le formalisme qu'utilise la lettre Q, coefficient de qualité. En gros, plus Q est petit, plus la dissipation est forte. En fait, ils sont très peu connus parce qu'on a très peu de théories derrière. Et les mesures, il y a très peu de mesures, en fait. Le Q de Mercure et Vénus n'est pas vraiment mesuré. Le Q de la Terre, la coefficient de dissipation de la Terre, c'est 10. La Terre est une planète assez dissipative, Mars également. Les planètes géantes semblent être beaucoup moins dissipatives. Je vous rappelle que la dissipation est en 1 sur Q. Et Uranus et Neptune, on n'a aucune idée du facteur Q. Alors, on a toujours des arguments théoriques, mais en fait, en réalité, on n'en a aucune idée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que la Terre est très connue. En mesurant l'élévation des océans, on peut regarder les dissipations d'énergie de marée sur la Terre. Donc, en fait, la dissipation d'énergie de marée sur la Terre tient énormément en fait, au frottement en fait, du fond océanique sur la croûte. Donc, vous voyez, c'est vraiment la microphysique qui joue dans l'évolution orbitale de la Lune. Et alors, pour une raison que je ne connais pas et que personne ne comprend très bien, une des principales sources de dissipation d'énergie dans le système Terre-Lune, en fait, se passe en France, à peu près, sur les côtes atlantiques. Donc, je ne sais pas comment il faut interpréter cette forte dissipation française, mais c'est un peu de notre faute si la Lune s'éloigne. Okay, voilà. Alors maintenant, quels sont les autres effets, quels sont les effets induits par les marées? Alors, les marées induisent une rapidation rapide des satellites. Et comme les satellites vont migrer rapidement, donc c'est un petit peu l'inverse de ce que racontait Sean Raymond, dans un disque de gaz, on migre vers l'intérieur le plus souvent. Avec les dissipations de marée, en fait, souvent les satellites ont tendance à partir très loin de la planète et très vite. Les satellites vont entrer en résonance. Et par exemple, les satellites de Jupiter ont cette fameuse résonance triple appelée résonance de Laplace, où Io, Europe et Ganymède sont dans un circuit verrouillé en résonance. Voilà. Donc en fait, c'est aussi cette migration due en résonance induit également la création de beaucoup de résonances dans les systèmes de satellites des planètes géantes. Par exemple, dans les systèmes de Jupiter, il y a 3 grosses résonances. Dans les systèmes de satellites de Saturne, il y a 5 grosses résonances. De Uranus, il y en a 6. En Neptune, il y en a 3. Donc en fait, rapidement, ces systèmes vont se hiérarchiser très vite. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que le fait que les satellites vont se loger en résonance les uns vers les autres, donc qui est un effet dynamique, va induire une évolution géologique parce que ça va induire du chauffage. Un des exemples les plus beaux dans le système solaire dont je vais vous parler très rapidement, ce n'est pas vraiment mon travail, mais il est suffisamment remarquable pour que je vous en parle, c'est le cas de Encelade. La mission Cassini a découvert que Encelade avait d'énormes geysers à son pôle sud et qui émettent une énorme énergie. Environ 6 gigawatts d'énergie sont émises. La question, c'est quelle est la source d'énergie? Il faut voir quand même que c'est un satellite froid et il n'y a plus de désintégration radioactive aujourd'hui pour expliquer cette source d'énergie. Eh bien, ce qu'on pense, c'est ici dans ce graphique où vous avez le temps en milliards d'années et la distance à Saturne, on pense que quand Encelade s'éloigne de Saturne sous l'effet des marées, il traverse des résonances avec les autres satellites du système saturnien. Par exemple, il traverse la résonance 1,2 avec Mimas, il va traverser la résonance 3,4 avec Tétis, etc., etc. Et c'est toute la beauté de la chose. Donc quand un satellite va s'éloigner, il va entrer en résonance avec un autre, son excentricité va se mettre à monter, et à ce moment-là, quand l'orbite du satellite devient excentrique, c'est-à-dire elliptique, le satellite va se mettre à se déformer très efficacement. Il va commencer à produire énormément de chaleur sous l'effet de sa déformation mécanique. Et à ce moment-là, eh bien, l'objet se met à chauffer. Chauffant, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va commencer à dissiper l'énergie. Donc, il va avoir envie de descendre son excentricité parce qu'il va être recircularisé. Et finalement, on atteint des états d'équilibre où les marées de la planète vont pousser le satellite dans la résonance qui va monter son excentricité, mais la dissipation géophysique dans le satellite va diminuer l'excentricité. Et ensuite, on atteint un état d'équilibre où, en fait, finalement, c'est la planète qui transfère son énergie au satellite et c'est le satellite qui le remet sous forme de chaleur dans l'espace, d'où, par exemple, les geysers que l'on voit au pôle sud. Et on pense que en fait, ces systèmes, en fait, les captures en résonance ne sont pas infinies. Il y a des moments où ça va s'arrêter. Il est tout à fait possible qu'à un moment, ces satellites arrêtent de chauffer et redeviennent complètement froids. Donc il y a peut-être des phases de chauffage, de refroidissement, dus à ces marées dans les systèmes de planètes.
Donc maintenant que vous avez compris que les marées étaient un facteur d'évolution très fort sur les satellites, vous avez également saisi que, en fait, les marées de la planète sur les satellites ont tendance le plus souvent à éloigner les satellites. Donc si vous repassez le film à l'envers, ça veut dire que la plupart des satellites, ça veut dire qu'en fait, excusez-moi, que les satellites que vous voyez aujourd'hui autour de leur planète ne sont pas à la position, a priori, où ils se sont formés. Et il est naturel de penser que la plupart des satellites du système solaire, en fait, sont beaucoup plus loin de leur planète quand elles se sont formées que nous les voyons aujourd'hui. Si vous prenez le cas de la Lune, typiquement, on pense aujourd'hui que la Lune, initialement, on pense qu'elle a dû se former à peu près à 3-4 rayons terrestres, donc beaucoup plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et on pense initialement, par effet de conservation du moment cinétique, que la rotation de la Terre n'était non pas de 24 heures, mais initialement que de 4 heures au moment où la Lune s'est formée. Voilà. Donc voilà une vision artistique de ce à quoi pourrait ressembler la Lune peu après sa formation dans le ciel d'une Terre ADN qui vient juste de s'assembler. Voilà. Donc ça fait des jolis clairs de Lune. Voilà. Donc maintenant, si on se pose la question de cette formation, en fait, l'idée, c'est d'essayer de repasser le film à l'envers. Donc on pense également que pour Saturne, peut-être les satellites de Saturne, dont ici j'ai tracé la masse en fonction de la distance, étaient plus proches qu'ils ne l'étaient de la planète de l'an passé. Voilà, donc tout ça pour en venir donc à la deuxième partie de cette présentation, où je vais parler de travaux qui me sont plus proches, si je puis dire, c'est la question de la formation des satellites dans le système solaire. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, on a l'habitude de dire souvent « Oh, les satellites, ça ressemble un petit peu à des mini-systèmes planétaires », mais en fait, en réalité, on s'aperçoit que ces effets de marée, en fait, changent complètement la vision de la dynamique des systèmes et qu'il faut un peu réviser nos modèles de formation. Alors aujourd'hui, pour former les satellites, on s'aperçoit qu'il faut quasiment autant de modèles de formation que de systèmes de satellites dans le système solaire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire ? Je ne sais pas, mais en fait, en réalité, on a plusieurs systèmes de formation concurrents. Le problème, c'est que quand vous regardez à la loupe chacun des systèmes de satellites du système solaire, ils ont chacun des spécificités qui les isolent par rapport aux autres planètes et qui fait que souvent, un mécanisme de formation qui marche bien pour notre planète a des difficultés pour marcher pour une autre planète. Donc aujourd'hui, je vous dirais que le scénario classique de formation des satellites pour les systèmes de satellites autour des planètes géantes, c'est la formation dans des disques circumplanétaires. En fait, en réalité, je vais vous en parler, ça consiste à essayer de reproduire autour d'une planète géante, par exemple autour de Jupiter, le scénario de formation des planètes, d'une certaine manière, mais adapté au cas d'une planète. Donc en gros, c'est une sorte de vision à petite échelle du scénario de formation planétaire. La seule planète pour laquelle on pense vraiment que ça a une chance de marcher aujourd'hui, c'est Jupiter. Et je vous dirai pourquoi. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que Jupiter dans le système solaire. Pour les autres planètes du système solaire, Saturne, Uranus et Neptune, on a développé un certain nombre de modèles, alors qui semblent donner des résultats relativement intéressants, où en fait on propose que c'est plutôt les anneaux eux-mêmes qui ont formé les satellites. Donc ça, c'est une idée assez nouvelle, mais aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'anneaux et satellites, ce ne sont que les deux facettes d'un même système. Et enfin, pour les planètes terrestres, là par contre, on pense être dans un régime de formation qui est assez différent, mais en fait qui partage des similarités un peu avec le système de formation à partir des anneaux. On pense que les satellites des planètes géantes se sont formés dans des impacts géants. Je vais un petit peu vous faire une sorte de tracé à grands traits, les grandes idées derrière ces trois modèles de formation de satellites. Voilà. Et bien sûr, voilà, tout ça sont des approches complémentaires et aucune n'explique tout à elle seule. Voilà. Alors, la formation dans les disques circumplanétaires. Eh bien, Sean, dans sa très belle présentation, vous a montré qu'on pense que Jupiter s'est peut-être formé très tôt dans le disque protoplanétaire. Et quand une planète géante se forme, si elle est suffisamment massive, et ça c'est une grosse question, en tout cas, les simulations numériques montrent qu'elle a tendance à s'entourer d'un petit disque très compact autour d'elle. Donc, quand Jupiter se forme, un disque circumplanétaire se forme autour d'elle. Et dans ce disque circumplanétaire, en réalité, l'idée, c'est que ce disque circumplanétaire va sensiblement être alimenté par le disque protoplanétaire à beaucoup plus grande échelle en matériaux. Donc, vous avez un petit disque circumplanétaire autour de Jupiter qui est alimenté par l'énorme disque protoplanétaire en orbite autour du Soleil. Et dans ce disque circumplanétaire, vous allez envoyer du matériau, de la glace, des roches, et sous certaines conditions, il est possible de faire grandir des satellites, un peu comme des planètes vont se former autour du Soleil. Vu les caractéristiques du disque, il va quand même se passer quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'on peut montrer que quand des petits satellites, des satellisimaux vont apparaître autour du proto-Jupiter, eh bien rapidement ils vont migrer vers Jupiter. Donc comme ça, on peut tout à fait perdre des générations de satellites autour de Jupiter. Et
ce qu'on pense à l'heure actuelle, c'est qu'on a peut-être perdu des dizaines de générations de satellites autour de Jupiter, et que celle que l'on voit aujourd'hui, c'est peut-être la dernière génération de satellites qui a été préservée quand le disque de gaz autour de Jupiter a disparu. Voilà. Donc ça s'appelle la théorie du dernier des Mohicans, c'est-à-dire qu'on verrait en fait la dernière génération de satellites autour de Jupiter, et qu'on aurait perdu plein. Alors ça explique pas mal de choses, ça semble pas trop mal marcher, c'est compatible avec les densités. Mais par contre, ça ne semble pas marcher pour Saturne, Uranus et Neptune, en particulier parce que pour ces planètes, pour Saturne, Uranus et Neptune, elles ne sont pas assez massives pour avoir des gros disques circumplanétaires comme Jupiter. Et en plus, les caractéristiques des satellites sont assez peu compatibles avec ça. Voilà. Alors, pour Saturne, Uranus et Neptune, avec mon collègue Aurélien Crida de l'Observatoire de Nice, on a beaucoup travaillé sur l'interaction avec les anneaux. Et en fait, quand vous regardez, alors ces graphiques ne sont pas à l'échelle, ok, c'est juste les ordres et les tailles relatives des satellites sont respectés, mais les distances ne sont pas du tout respectées. Quand vous regardez Saturne, Uranus et Neptune, vous avez quand même l'impression qu'il y a une sorte d'organisation naturelle où les petits satellites sont vers les anneaux et les gros satellites sont loin des anneaux. En fait, c'est assez frappant de voir, on a l'impression qu'il y a une sorte de connexion avec les anneaux. Donc on a essayé d'explorer cette connexion avec les anneaux. Et en réalité, on s'est souvenu d'un résultat qui est très connu en astrophysique, c'est que tous les disques astrophysiques, donc les anneaux sont des disques astrophysiques, ont tendance à s'étaler. Et le bord externe de ces disques est bordé par ce qu'on appelle la limite de Roche. La limite de Roche, c'est là où les forces de gravité deviennent exactement égales aux forces de marée. Et donc, quand vous êtes à l'extérieur de la limite de Roche, du matériau peut se condenser pour former des satellites. Et quand vous êtes à l'intérieur de la limite de Roche, le matériau n'arrive pas à se rassembler pour faire un satellite. Voilà. Donc alors l'idée, c'est on a essayé d'explorer un mécanisme simple, disant que peut-être que les anneaux des planètes s'étalent et quand le matériau traverse la limite de Roche, peut-être qu'ils forment un petit satellite. Voilà. Et alors ensuite, ils vont sortir les uns après les autres et au fur et à mesure qu'ils sortent, en fait, ils se rencontrent les uns les autres et finissent par grandir. Donc là, j'ai une petite animation malheureusement, mais ici que je n'ai pas, mais c'est pas très important pour mon propos. Ah bah c'est alors là extraordinaire. Alors, profitons-en. Donc, je vous remontre cette animation. Donc là, on a simulé un anneau qui s'étale, dont la densité est reportée sur l'échelle de gauche. Ça, c'est la distance à Saturne. Et à droite, c'est les satellites qui se forment au bord des anneaux. Par effet de marée, ils vont s'éloigner vers l'extérieur. Et on va regarder dans quelle mesure on arrive à reproduire les masses des satellites de Saturne. Alors, en gros, les masses des satellites de Saturne sont les rectangles gris. Et les satellites simulés par la machine sont les points noirs. Donc en résumé, la question c'est est-ce que les points noirs vont aller sur les rectangles gris, d'une certaine manière. Alors vous allez voir, bien sûr, ça ne marche pas extrêmement bien, mais ça commence un petit peu à ressembler à ce qu'on observe effectivement dans le système saturnien. Et là, vous avez le temps en années qui apparaît en haut. Voilà. Et donc on va s'arrêter à 4,5 milliards à peu près. Je crois qu'on a un peu triché, on a poussé même un peu plus loin, voilà, 4,8 milliards. Bon, voilà. Mais ce que l'on voit, c'est qu'on a, on va dire qualitativement, une courbe à peu près similaire entre les systèmes de satellites observés et les systèmes de satellites obtenus. Donc ce que nous proposons, c'est que les satellites de Saturne, en fait, soient nés dans les anneaux, en réalité, par effet, sous l'effet des marées. Voilà. Et avec mon collègue Aurélien Crida, ce qu'on a montré, c'est que maintenant qu'on fait un graphique distance à la limite de Roche, masse dans des unités normalisées, on obtient des courbes, on a réussi à calculer analytiquement ce modèle et on s'aperçoit que les satellites de Saturne, Uranus et Neptune s'alignent bien le long des courbes théoriques, ce qui semble dire que c'est peut-être même le même processus qui a formé les satellites de Saturne, Uranus et Neptune. Voilà. On n'a pas mis Jupiter parce que ça ne marche pas. Alors, on n'a pas préféré le mettre sur le graphique, ça rendrait le graphique un peu moche. Mais donc, en fait, en réalité, ça ne marche pas pour Jupiter, ce qui renforce la formation d'îles circumplanétaires. Voilà. Donc pour finir, finalement avec Aurélien, avec mon collègue Aurélien Crida, ce qu'on a montré, c'est que d'une manière générale, les planètes terrestres dans le système solaire ont tendance à former un seul gros satellite. Okay, et les planètes géantes ont tendance à former une énorme quantité de tout petits satellites. Et ça tient une compétition entre les effets de marée et la physique d'étalement des disques. Donc ce qui semble expliquer assez simplement pourquoi les planètes géantes du système solaire ont plein de petits satellites comparativement à leurs planètes, et les planètes terrestres, en tout cas la Lune, malheureusement on n'a qu'un gros point, ont un gros satellite. Voilà. Alors maintenant, pour finir, je vais vous parler un petit peu des planètes terrestres. Donc j'ai pris ce graphique à Sean Raymond. On pense que les satellites des planètes terrestres se sont formés lors d'impacts géants dans la phase finale de formation des planètes. Voilà, donc le nombre d'objets décroît, on a plein de collisions géantes entre les protoplanètes et on forme peut-être des satellites dans ces collisions géantes.
Je vais vous parler très rapidement de la formation de Phobos, sur laquelle j'ai travaillé, dans laquelle on a eu un certain nombre de nouvelles idées. Donc nous, ce qu'on a proposé, c'est que Phobos soit peut-être le résultat d'un impact géant sur une proto-Mars. Et à l'issue de cet impact géant, normalement, on crée un disque qui ressemble un peu à un anneau juste après l'impact. Et on va regarder ce qui s'est passé après la formation de cet anneau. Si vous regardez la configuration de Mars avec Phobos, eh bien, Mars, des satellites de Mars, autour de Mars, vous avez un petit satellite qui s'appelle Phobos, qui est très près de la limite de Roche, qui est sous l'orbite synchrone, et vous avez un autre satellite qui s'appelle Deimos, qui est très lointain. Et en fait, la question, c'est comment est-il possible, à partir d'un gros impact, de créer uniquement 2 petits corps qui soient extrêmement éloignés. Voilà. Comment cette configuration dynamique est-elle possible? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'avec l'aide de simulations hydrodynamiques, appelées simulations SPH, on a simulé ça dans l'ordinateur. Donc là, vous avez l'impact, vous créez un disque. Là, on a reporté la densité de surface du disque en fonction de la distance. Et notre grande surprise qu'on a vue dans la simulation, c'est qu'en fait, on ne crée pas un Phobos et un Deimos. On crée des dizaines de satellites autour de Mars. Mais à cause des marées, ces satellites, la plupart des satellites ont tendance à retomber vers Mars. Alors, pourquoi est-ce qu'ils retombent? C'est parce que l'orbite synchrone de Mars est lointaine. Je pourrais répondre à des questions. Donc, on a regardé en fait l'interaction mutuelle de ces satellites avec le disque de débris issu de l'impact géant. Là, vous avez le temps, et là, vous avez la distance à Mars. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, c'est assez étonnant. C'est que vous avez peut-être eu un gros satellite intérieur à Mars qui a excité le disque à l'extérieur et qui a emballé l'accrétion de satellite à l'extérieur. Et après avoir fait plein de tests de simulation, on s'est aperçu qu'à peu près dans 15% des cas, on finit avec un petit objet qui ressemble un petit peu à Deimos, qui a été créé en résonance 2-1 avec le gros satellite, et un objet plus gros qui s'appelle Phobos, qui s'appelle Phobos, qui a la même masse que Phobos. Voilà. Ce gros objet qui aurait déclenché la formation de Phobos et Deimos, finalement, peut-être, serait retombé à la surface de Mars, et peut-être qu'il y aurait des traces géologiques à la surface de Mars. J'ai eu un certain nombre de discussions avec des collègues, qui n'y a rien d'extrêmement concluant. Voilà. Donc, en conclusion, les systèmes de satellites sont avant tout pilotés par les effets de marée qui induisent une évolution dynamique très rapide et ainsi qu'une évolution géologique. Il y a une très grande diversité des mécanismes de formation de satellites dans le système solaire. Et cela induit aussi en fait qu'il est très probable que les lunes puissent être beaucoup plus jeunes que leurs planètes hôtes. Voilà. Alors, au-delà de la théorie, je voudrais juste mentionner cette image que Alessandro a montrée tout à l'heure. C'est que ce modèle de formation de satellites dans les anneaux semble qualitativement avoir été confirmé directement par les observations, parce que la mission Cassini en 2012 a détecté ce petit objet au bord de l'anneau B de Saturne, qui n'existait pas 10 ans avant et qu'on a appelé Peggy. On a l'impression qu'on a vu sortir l'un de ces objets théoriques. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous prie de m'excuser pour un train d'ordre du jour. Merci beaucoup, on a rattrapé quand même les choses. Alors, 2 questions peut-être. Donc, Jean-Paul Poirier et puis Pierre Léna. Mais très rapide. Hein. Si j'ai bien compris, on ne croit plus à l'idée que Phobos ait pu être capturé par Mars. Alors, c'est pas qu'on n'y croit plus, mais disons que ça paraît assez difficile. Encore s'il n'y avait que Phobos. La question, en fait, c'est Phobos et Deimos sont sur des orbites qui sont très circulaires. Qui sont très peu inclinés, qui sont dans le plan équatorial de Mars. Si vous les capturez, il n'y a aucune raison a priori de capturer dans le plan équatorial. Alors vous pourriez toujours dire que les effets de marée ont fait le travail, mais le problème c'est que d'après ce qu'on connaît des effets de marée, en particulier sur Deimos qui est très loin, les marées ne sont pas suffisantes pour ramener les orbites dans le plan équatorial. Donc je vous dirais que cette théorie n'est pas morte, mais aujourd'hui elle est en grande difficulté. Voilà. Pierre Léna. Tout ton travail, Sébastien, repose sur le système solaire, mais tu t'intéresses à des simulations dans des disques protoplanétaires. Oui. Est-ce que tu as une perspective d'utiliser pour des systèmes extrasolaires, en particulier par des méthodes de transit, la possibilité de voir des systèmes de satellites autour d'autres planètes? Alors, la réponse est oui, parce que j'ai le plaisir de faire partie de cette mission d'observation de transit qui s'appelle KEOPS, qui va décoller normalement dans 6 mois, qui est une mission pilotée par l'ESA et la Suisse. Et au sein de KEOPS, je suis en charge, avec Jacques Lascar, d'un programme d'observation sur les satellites de planètes géantes. Alors, sans vouloir dévoiler un petit peu ce qu'on a fait, disons que dans l'état actuel des technologies, détecter des satellites autour des planètes géantes a l'air, dans le cas le plus optimiste, très difficile. Voilà.
Donc, c'est-à-dire qu'on lance un programme d'observation, mais on est vraiment en limite de détection. Disons qu'on pourrait peut-être en détecter si, pourquoi pas, on découvrait un satellite, par exemple, de la taille de Mars ou de la Terre. S'il y avait des satellites de la taille de Mars ou de la Terre en orbite autour de planètes géantes, ce qui n'est pas exclu par les modèles, c'est quelque chose qui pourrait être détecté. Mais on va dire des objets tels que le système de Jupiter, les satellites galiléens, lui, serait très très dur à détecter. Merci beaucoup. On va s'arrêter là et on passe à l'exposé suivant.